demandions s'ils avaient bien soupçonné ce secret à leur chance. Si d'ailleurs l'élévation et le lustre de l'empereur avaient bien laissé la facilité de les mettre à profit. Au sujet du lustre de la puissance impériale, les grands maréchals disent alors que quelque resplendissant que l'empereur lui est paru sur l'étranger, mais il ne lui avait laissé une impression supérieure, peut-être même égale, à celle que lui avait fait sa situation à la tête de l'armée d'Italie, il développait et pouvait assez bien se penser, et l'empereur ne l'écoutait pas sans une espèce de complaisance. Cependant, observions-nous que de grands événements depuis, que d'élévation, que de grandeur, que de renommée par toute la terre. L'empereur écoutait. Eh bien, a-t-il dit, malgré tout cela, Paris est si grand et renferme tant des gens de toute espèce et quelques-uns tellement bizarres que je suppose qu'il en est que ne m'ont jamais vu et qu'il peut en être d'autres à qui mon nom même n'est jamais parvenu. Ne le pensez-vous pas? Nous dit-il. Il faillit voir avec quelle bizarrerie lui-même, avec quelle ressource développer. Alors, cette assertion qu'il savait mauvaise, nous nous sommes toutes recriées fortement que, quand à son nom, il n'était pas des villes et des villages en Europe, peut-être même dans le monde, où il ne était prononcé. Quelqu'un a ajouté sur avant de revenir en France à la paix d'Amiens. Votre Majesté n'étant encore que première consul, j'ai voulu parcourir les pays de Galles. Comme une des portions les plus extraordinaires d'Angleterre, j'ai greffé des sommités tout à fait sauvages et d'une hauteur prodigieuse. J'éteignis des chaumières que je croyais appartenir à un autre univers. En entrant dans ces solitudes éloignées, je disais à mon compagnon de voyage, c'est ici qu'on doit trouver le repos et échapper au bruit des révolutions. Le maître, nous soupçonnons français à notre accent, nous demanda aussitôt des nouvelles de France, et ce qui faisait son premier consul de Bonaparte. Sire, dit un autre, nous avons eu la curiosité de demander aux officiers de la Chine si nos affaires européennes étaient arrivées jusqu'à cet empire. Sans doute, nous ont-ils répondu confusément à la vérité parce que cela ne les intéresse nullement, mais le nom de votre empereur y est célèbre et associé aux grandes idées de conquête et de révolution, précisément comme on pénétrait chez nous le nom de ceux qui ont changé la face de cette partie du monde. Les Genghis Khan, les Tamerlane. 27. Aujourd'hui, l'empereur s'est promené dans le jardin avec le grand maréchal et moi. La conversation conduit à faire notre examen de conscience politique. L'empereur avait été très chaud, disait-il, et de forte bonne foi au commencement de la révolution. Il s'était refroidi par degré à mesure qu'il avait acquis des idées plus justes et plus solides. Son patriotisme s'était affaissé, disait-il, sous les absurdités politiques et les monstrueux excès civils. Et nos législatures, enfin, sa foi républicaine avait disparu lors de la violation des choix du peuple par le directoire au temps de la bataille d'Aboukir. Puis le grand maréchal, il disait n'avoir jamais été républicain, mais très chaud constitutionnel jusqu'au 10 août, où les heureux du jour n'avaient guéri de toute
illusion. Il avait failli être massacré en défendant les rois aux Tuileries. Quant à moi, il n'était autre que je vais débuter par être royaliste pur et des plus ardents. C'est donc à dire, messieurs, a repris plaisamment l'empereur, qui, si je suis le seul qui ait été républicain, est encore sûr. Avons-nous repris tous deux, Bertrand et moi? Oui, républicain et patriote, a répété l'empereur. Peu patriote, sûr. Lui a observé alors l'un de nous. Moi aussi, je l'ai été malgré mon royalisme, mais peu comble de bizarrerie. Je ne le suis devenu que sous l'Empire. Comment vilain! Vous êtes donc obligé de convenir que vous n'avez pas toujours aimé votre pays? Sire, ne faisons-nous pas ici notre examen de conscience? Je me confesse, revenu à Paris, en vertu de votre amnistie, pouvais-je me regarder d'abord comme Français? Quand chaque loi, chaque décret, chaque ordonnance tapissant les rues n'accompagnait jamais ma malheureuse qualification d'émigré que des épithètes de les plus attrayantes. Aussi, au niveau non, je ne pensais pas que j'y demeurasse. J'y avais été attiré par la curiosité, je n'avais fait que céder à l'attrait invincible du sol, au besoin de respirer encore l'atmosphère natale. Je n'y possédais plus rien, peux seulement revoir la France. J'avais été obligé de jurer à la frontière l'abandon de mon patrimoine, la législation de sa perte. Aussi, je ne me regardais dans ce pays jadis le mien que comme une simple passager. J'étais un véritable étranger de mauvaise humeur et même malveillant. Arriva l'Empire, ce fut une grande chose. C'était alors, me disais-je, mes mœurs, mes préjugés, mes principes qui triomphaient. Ce n'était plus qu'une différence dans la personne du souverain. Quand s'ouvrit la campagne d'Austerlitz, mon cœur s'étonna de se retrouver foncé. Ma situation était pénible. Je me disais tiré à 4 chevaux. Je me sentais partagé entre la passion aveugle et le sentiment national. Les triomphes de l'armée française et de leur général me répugnaient, leur défaite mieux humiliée. Enfin, les prodiges d'Ulm et l'éclat d'Austerlitz viendront me tirer d'embarras. Je fus vaincu par la gloire. J'admirais, j'ai reconnu, j'aimais Napoléon. Et dès ce moment, je devins français jusqu'au fanatisme. Depuis lors, je n'ai pas eu d'autres pensées, d'autres paroles, d'autres sentiments, et me voici à vos côtés. L'empereur est passé alors à une foule de questions sur l'émigration, notre nombre, notre esprit. Je lui disais des choses curieuses sur nos princes, les ducs de Brunswick, les rois de Prusse. Je le faisais rire sur la déraison de nos prétentions, le peu de doute de nos succès, les désordres de nos moyens, l'incapacité de nos chefs. Les hommes, disais-je, n'étaient véritablement pas alors ce qui en était depuis. Heureusement, ceux que nous avions à combattre n'étaient au commencement que de notre force. Nous croyons surtout répétions-nous sans cesse, et je croyais fermement que l'immense majorité de la nation française était pour nous. J'aurais dû pourtant me désabuser lorsque nos rassemblements parvenus jusqu'à Verdun et au-delà.
pas un ne venait nous joindre, tout au contraire, fuyons à notre approche. Toutefois, je l'ai cru longtemps encore, même après mon retour d'Angleterre, dont nous avouions la suite des absurdités dont nous nourrissions les uns les autres. Nous disions que le gouvernement ne reposait que dans une poignée de gens, qu'il ne dirait que par force qu'il était en horreur à la nation, est-il en et que n'auront pas cessé de la croire. Je suis persuadé que parmi ceux que nous répétons aujourd'hui au corps législatif, il en est qui sont de bonne foi, dont je reconnais l'esprit, les idées et les expressions des complaintes. Mais quand vous êtes-vous donc désabusé, disait l'empereur, si fort tard, même quand je m'y suis rallié, quand je suis venu à la cour de votre majesté, j'étais conduit par l'admiration et le sentiment, bien plutôt que par la conviction de votre force et de votre durée. Cependant, quand je me trouvais dans votre conseil d'État, voyons la franchise avec laquelle on votait les décrets les plus décisifs qui passent un doute n'existait sur la plus légère résistance qu'il n'y avait autour de moi que conviction et persuasion parfaite. Il me sembla alors que votre puissance et l'état des choses gagnions avec une rapidité dont je ne me rendais pas compte, à force de chercher en moi-même à en deviner la cause. J'ai fait un jeu une grande et importante découverte. C'est que tout cela existait en effet depuis fort longtemps, mais que je n'avais pas su ni voulu l'apercevoir. Je m'étais tenu caché sous les boiseaux, des peurs que la lumière ne me parvint. À présent, je me trouvais lancé au milieu de tout son éclat. J'en étais ébloui. De cet instant, tous mes préjugés tomberont, ce fut la tête qu'on éleva de dessus mes yeux. Envoyé depuis en mission par votre majesté, en ayant parcouru plus de 60 départements, j'ai mis les soins les plus scrupuleux et la bonne foi la plus parfaite à vérifier tout ce dont j'avais douté si longtemps. J'interrogeai le préfet, les autorités inférieures, je me fis produire les documents et les registres. J'interrogeai de simples particuliers. Sans en être connu, j'employai toutes les contre-preuves possibles. J'ai recueilli la conviction que le gouvernement était entièrement national et tout à fait de vœux de peuple. Que jamais la France, à aucune époque de son histoire, n'avait été plus forte, plus florissante, mieux administrée, plus heureuse. Jamais le chemin n'avait été mieux tenu. L'agriculture avait gagné d'un 10e, d'un 9e, d'un 8e en production. Une inquiétude, une ardeur générale, animant tous les esprits au travail et les portant à une amélioration personnelle et journalière. L'indigo était conquis, le sucre devait l'être infailliblement. Jamais à aucune époque les commerces intérieurs et l'industrie en tout genre n'avaient été portés aussi loin. Au lieu des 4 millions de livres, des cotons qui s'employaient au moment de la Révolution, ils sont travaillant à présent au-delà des 30 millions de livres, bien que nous ne puissions en recevoir par mer et qui nous vint d'aussi loin par terre que de Constantinople. Rouen était devenu un vrai prodige dans ses résultats. Les impositions se payant partout. Les conscriptions étaient nationalisées.
La France, au lieu d'être épuisée, comptait plus de population qu'auparavant, est-elle croissant journalement quand, avec ces données, j'ai reparu dans mes anciens cercles, ce fut une véritable insurrection. On jeta les hautes cris, on me rit au nez, mais il y avait pourtant dans le nombre des gens sensés, et j'étais désormais bien fort. J'en ébranlai plusieurs, j'en convainquis quelques-uns, j'eus aussi mes conquêtes.